définie par une hyperglycémie chronique due presque exclusivement à un déficit en insuline, et ce déficit a la particularité d'être évolutif, c'est-à-dire de s'aggraver avec le temps, quel que soit le traitement que vous prescrivez. Dans cette étude du KPDS, au moment du diagnostic, le pancréas a déjà perdu 50% de ses capacités sécrétoires. Le malade est mis sous traitement. Quelques années après, 5 à 6 ans, il ne reste plus que 20% de sécrétion. Et que ce soit la conséquence est que l'efficacité des antidiabétiques oraux se trouve limitée dans le temps. En monothérapie, comme vous le voyez, ça s'améliore la première année et ensuite l'équilibre, l'hémoglobine remonte. Et en bithérapie, c'est la même chose. La première année, presque 100% des malades sont bien équilibrés et plus le temps passe, plus le déséquilibre s'installe. Ce qui fait qu'à la longue, il y a un certain nombre de malades qui vont se trouver en situation d'échec aux ADO et chez qui il faut penser à mettre l'insuline. Et vous voyez toujours dans cette étude UKPDS, après 6 ans, 53% des diabètes type 2 sont passés à l'insuline. Évidemment, dans votre pratique, il ne faut pas passer à côté de l'heure de l'insuline. Alors, au stade d'échec aux ADO, voilà comment se présente le profil glycémique dans la journée. Vous avez l'hémoglobine qui est élevée parce que la glycémie à jeun, les glycémies postprandiales sont élevées et l'objectif du traitement, c'est de normaliser la glycémie à jeun ici par l'insuline et vous voyez que le profil glycémique de la journée s'améliore. Alors pourquoi commencer par la glycémie à jeun? La raison est très simple. Il y a cette étude qui a porté sur 1600 diabétiques qui a montré qu'au stade d'échec aux ADO, avant de mettre le malade sous insuline, quelle que soit l'hémoglobine, la partie de l'hémoglobine au-dessus de la normale est due 80% à la glycémie basale. Alors la glycémie basale, c'est la glycémie à jeun et entre les repas. Et quand on insuline, on ne va pas s'attaquer aux 20%, il faut s'attaquer aux 80%. Et que nous disent les recommandations? Vous avez les recommandations ADA-l'ESD, c'est les plus utilisées de 2012. Ils vous disent au stade d'échec, il faut passer à une insuline basale. Si votre hémoglobine est supérieure à 9, vous pouvez passer à 2 prémix ou à une basale plus. Mais ces recommandations ont été mises à jour et les recommandations de 2015, il y a un seul schéma, c'est l'insuline basale, il n'y a plus de prémix, il n'y a plus de basale plus. Et l'AACE, qui est l'autre société américaine, la même chose, elle vous dit démarrer avec une insuline basale et ils vous disent préférer les analogues à la NPH. Bon, quel est le principe général de l'insulinothérapie d'un diabète type 2? Voilà votre objectif. Une glycémie basale normale, des postprandiales normales. Au stade d'échec, vous êtes ici. Dans un premier temps, on donne une insuline lente qui va normaliser la glycémie basale. Si ça ne suffit pas,
on donne une insuline rapide avant le repas le plus hyperglycémiant. Si ça ne suffit pas, ben deuxième repas. Et si ça ne suffit pas, c'est le basal bolus, c'est-à-dire la totale. Au stade d'échec de la bithérapie, voilà où vous êtes. Vous donnez une insuline analogue action lente pour reproduire le débit basal physiologique. Alors, qu'est-ce que vous avez comme insuline basale? Il n'y en a pas des masses. Chez nous, vous avez la NPH qui est une insuline humaine et deux analogues, la glargine et la détémir. Quand on regarde quels sont les analogues les plus utilisés, il y a cette enquête qui a été faite aux États-Unis avec des chiffres de 2016, c'est la glargine qui est de loin la plus utilisée et la moins utilisée, c'est la NPH. La détémir apparue en 2005-2006, ben, elle décolle difficilement. Et tenir compte des profils d'action dans votre prescription. Vous avez la NPH. Quand vous la donnez, la nuit, vous avez un pic. Et ce pic peut donner des hypoglycémies. Et la durée d'action ne dépasse pas 14-16 heures. La NPH, c'est une insuline semi-lente, ce n'est pas une lente. Manetta, pour couvrir 24 heures, il faut 2. Bien. Maintenant, la détémir. La détémir, c'est une insuline analogue. Elle aussi, vous le voyez ici, ben, elle ne couvre pas tout à fait les 24 heures. Et vous avez la glargine, qui, l'avantage, son effet, c'est 24 heures et plus, et son profil est plat, c'est-à-dire il n'y a pas ce pic nocturne. La NPH, ben, entre la NPH et les analogues, le choix se fera pour les analogues parce que la NPH donne beaucoup plus d'hypoglycémie, hypoglycémie nocturne que la glargine ou la détémir. Maintenant, détémir, glargine, est-ce qu'elles sont équivalentes? Pas tout à fait. Vous avez cette étude qui a été faite par l'italienne Porcellati, c'est une étude indépendante, ce n'est pas un labo qui l'a commandé. Là, ils ont mesuré l'insulinémie après injection ici de glargine ou d'étémir, et ici, en même temps, ils ont mesuré la glycémie. Vous voyez que la glargine, quand on l'injecte, 2 ou 3 heures après, elle atteint son palier qui reste constant sur 24 heures. La détémir, elle suit la glargine jusqu'à la 12e, 14e heure, mais à partir de la 14e heure, vous voyez que le taux de détémir diminue. Et la conséquence, vous l'avez ici, jusqu'à 12-14 heures, la glycémie est contrôlée comme la glargine, mais à partir de là, dès que la détémir diminue, la glycémie remonte. Donc, si vous voulez, ça ne dure pas tout à fait 24 heures. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre insuline, il faut trouver la bonne dose. Ici, retenez qu'en matière d'insuline, il n'y a pas une dose standard et que la sensibilité à l'insuline varie d'un malade à un autre, d'où la règle de commencer toujours par des petites doses et d'ajuster les doses, faire ce qu'on appelle la titration. Alors la titration, il y a plusieurs schémas. Celui que je vous recommande, c'est celui-là. Vous commencez avec 10 ou 12 unités si le malade est un peu obèse. Vous augmentez tous les 3 jours de 2 unités, c'est-à-dire vous demandez au malade chaque matin de dire sa glycémie. Si pendant 3 jours elle est supérieure à 1,30 g, troisième jour, hésite 2 unités, et ainsi de suite jusqu'à obtenir des glycémies à jeun inférieures à 1,30 g.
30, voilà l'objectif, et l'hémoglobine est là. Et vous voyez dans cette étude, si vous voulez arriver à 7, il faut que la glycémie à jeun soit à 1 gramme. Hein? À 1 gramme 40, ben, vous serez à 7, 9, c'est-à-dire pas l'objectif. Alors, on a vu tout à l'heure dans le diabète type 1, la différence maintenant dans le diabète type 2. Il n'y a pas d'étude pharmacocinétique ou pharmacodynamique, mais il y a cette étude, la fameuse étude de Rosenstock. On a pris des malades en situation d'échec aux ADO, 290 sous détémir et 290 sous glargine, et avec un suivi d'une année. Et le résultat au bout d'une année, ben, il y a le même nombre de malades qui atteignent l'objectif hémoglobine inférieur à 7. Mais la différence, c'est qu'on a atteint cet objectif avec une seule injection de glargine. Par contre, la détémir, la moitié des malades, pour la moitié, on a donné 2 injections, l'autre moitié, une seule injection. L'autre différence, c'est dans la dose d'insuline. Ici, 0,44. Eh bien, glargine, c'est 0,78. Donc, il y a 77% en plus. Et qui dit détémir en plus, dit drame en plus. Il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, le poids, la prise de poids. Quand on prend tous les malades qui étaient sous détémir, la prise de poids tahom, c'est 3 kg. La glargine, c'est 3,9 kg, c'est-à-dire les malades de glargine ont pris 900 grammes, même pas kilo, en plus. Ce qui m'ébène chez des malades qui pèsent 110, 120 kg. Alors, le résultat de l'initiation de l'insuline. Il y a le bon résultat, c'est-à-dire insuline basale bien titrée et votre objectif HbA1c atteint. Pourquoi? La glycémie est à l'objectif, l'hémoglobine est à l'objectif. Mais malheureusement, ceci n'est atteint que chez 40% des malades, surtout dans les RCT, c'est-à-dire les études randomisées, les études cliniques randomisées. Par contre, dans les études observationnelles, la pratique tous les jours, ben, ce n'est pas 40, hein, c'est autour de 25-30%. Évidemment, les raisons pourquoi. La première raison, parce qu'on a une insuline trop tardivement. Vous avez dans cette fameuse étude I-Want-Achieve, c'est 9% et plus, quel que soit le pays considéré. Évidemment, à 9, c'est difficile d'arriver à 7. Et pourquoi on attend 9 et plus? Parce qu'on est victime de ce qu'on appelle notre inertie thérapeutique. Vous avez le malade en face de vous, malhaq l'objectif, vous devez intensifier le traitement. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Non, pas maintenant, la prochaine fois. Ou la prochaine fois, la prochaine fois, etc. Dans cette étude, vous voyez que les malades sous diététique qui étaient au-dessus de 7, on attendait 2 ans et demi et 8,6 d'hémoglobine pour passer à la monothérapie. Ceux de monothérapie, on attendait 2,9 ans et 9% bithérapie. Et l'insuline, c'est 9,6. Et le malade reste 10 ans au-dessus de l'objectif pour passer à l'insuline. Hein? Le deuxième cas de figure, 40% ça marche, ben 60% ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire vous avez votre hémoglobine élevée, votre glycémie à jeun est correcte. Si l'hémoglobine est élevée, tout simplement parce que vous avez les glycémies postprandiales
élevé. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deux schémas. Soit ce qu'on appelle le basal plus, ajouter une insuline rapide au repas le plus hyperglycémiant, ou bien passer à deux prémix. Et les recommandations, voilà ce qu'elles nous disent de 2015, soit basal plus, soit vous passez à deux prémix. En précisant que les prémix sont moins flexibles par rapport au basal plus, c'est évident. Et les recommandations de l'ACE vous disent soit vous intensifiez avec incrétine ou inhibiteur de GLT2 ou tout simplement, comme l'ADA, avec une prandiale. Et vous précise, non souhaitable, l'ANPH, l'insuline humaine ou les prémix. À l'ASE, ils sont anti-prémix. Alors, la basale plus, c'est quoi? Vous êtes au stade de basale, ça ne marche pas. Ben, j'ajoute une insuline rapide avant le repas le plus hyperglycémiant. Et quelle insuline rapide? Ben, vous avez le choix, insuline humaine ou les trois analogues qui sont sur le marché. Alors, la différence entre l'insuline humaine et les insulines analogues, quand on prend un repas, le repas déclenche une sécrétion d'insuline qui est immédiate avec un pic au bout d'une heure et au bout de 4 heures, c'est-à-dire la phase prandiale, ça s'arrête. L'insuline humaine, non. Elle n'agit pas tout de suite, il y a un décalage. Le pic intervient 2 à 3 heures et surtout, la fin d'action, ce n'est pas 4 heures, c'est entre 6 et 8 heures. Maintenant, ici, le malade n'est pas protégé. Ici, il risque de faire des hypoglycémies et pour corriger ça, on a inventé les analogues en bleu. Vous voyez, leur pic correspond au pic physiologique et surtout la durée d'action n'excède pas 4 heures, donc il y a moins de risque d'hypoglycémie. Et à quel repas faut-il initier cette insuline rapide? Ce n'est pas difficile. Vous demandez au malade de faire 2 ou 3 cycles glycémiques complets dans la semaine, par exemple ici, 3 jours, et vous voyez que c'est après le déjeuner qu'on a la glycémie la plus élevée, donc je vais corriger d'abord celle-là. Si ça ne marche pas, la deuxième plus élevée, c'est celle-là, et enfin la troisième, c'est celle-là. Et ce concept a été démontré par l'étude OPAL. On a pris des malades sous insuline basale, c'est ça, insuline basale insuffisamment contrôlée. Un groupe, on lui a donné une rapide, en l'occurrence Apidra, avant le petit déjeuner, et un groupe avant le repas principal. Repas principal qui varie d'un malade à un autre en fonction de ses habitudes alimentaires. Je prends l'exemple ici du repas principal, le déjeuner. Quand je mets une rapide, j'améliore la glycémie après le déjeuner, mais aussi la glycémie après le dîner. Et l'objectif, enfin, pour ce qui est de l'HbA1c, ben, le taux est plus élevé avec le repas principal que le petit déjeuner. Alors, comment initier ce basal plus? On donne une insuline rapide, 0,05 unités par kilo, maintenant 4, maximum 6 unités avant le repas principal, et j'ajuste la dose, la titration. Si pendant 2 jours elle est supérieure à 1,30 g, j'augmente de 2. Si elle est entre 1 g et 1,40 g, c'est-à-dire normal, je n'ajoute rien. Si 2 jours de suite elle est inférieure à
1 gramme, je diminue de 2 unités. Maintenant, selon la DAG, elle est basale plus ou prémix. Bien, les prémix, ce sont des insulines pré-mélangées. Et donc, quand on fait 2, il y a les 30% rapides qui vont couvrir le petit déjeuner et la NPH qu'on couvre le reste. Et il faut 2, pourquoi? Ben pour couvrir toute la journée. Le problème, c'est que le déjeuner, ben, il est couvert par rien, uniquement par la NPH. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, il y a une étude, c'est la seule qui a comparé 2 prémix ici à une basale plus. Et le résultat, vous voyez, en termes de réduction de l'hémoglobine, l'efficacité, c'est la même. En termes de baisse de l'HbA1c, c'est la même. Et la différence, combien de malades ont atteint l'objectif? Vous voyez qu'avec la basale plus, il y a 49 versus 30 avec les prémix. Hein, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus de malades basale plus qui ont atteint l'hémoglobine inférieure à 7 sans hypo. Maintenant, le risque hypoglycémique, bah, il est 2 fois plus élevé. Voilà, 2 fois plus élevé avec les prémix. Prémix, c'est 1,9 patients année. Basal plus, c'est 0,8, c'est vraiment la moitié. Et la prise de poids, c'est la même chose. La basal plus, il y a moins de prise de poids qu'avec les 2 prémix. Et il y a une étude récente, c'est de 2015, qu'on appelle Galapagos. C'est la même chose. Elle a comparé tête à tête 2 prémix plus, et l'autre bras, c'est glargine plus glulysine. Il est vrai qu'en termes d'hémoglobine inférieure à 7, il y a un peu plus avec le basal plus qu'avec les prémix, mais la différence n'est pas significative. Par contre, ce qui est significatif, c'est la dose d'insuline plus importante avec les prémix et surtout, les hypoglycémies inférieures à 0,50 ou à 0,70, il y en a beaucoup plus avec les prémix qu'avec la glargine. Et même chose pour les hypoglycémies nocturnes, plus avec les prémix qu'avec la glargine. Alors, bon, on a un dernier point, depuis quelque temps, on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser les analogues chez la femme diabétique enceinte? Comme tout de suite, oui. Il faut rappeler, mais que de bouche comme aucune insuline analogue n'a dans son AMM autorisation de mise sur le marché l'indication diabétique femme enceinte. Par contre, il y a les RCP, c'est-à-dire résumé des caractéristiques du produit. L'Antus, il vous dit chez l'enfant à partir de 2 ans, vous pouvez l'utiliser. Chez la femme enceinte, peut être envisagé si c'est nécessaire. Et l'Evemir, c'est la même chose. Hein. On peut l'utiliser chez la femme enceinte. Alors, que dire en conclusion? L'initiation de l'insuline, le gros problème, à quel moment je dois mettre mon insuline? Il n'y a qu'un seul critère, c'est l'hémoglobine. Bithérapie, je passe à l'insuline, je n'attends pas que l'hémoglobine arrive à 9, 9,5 ou 10. L'idéal, c'est commencer à 8, 8,5. Le deuxième point, qui est le plus difficile encore, parce que le premier point dépend de vous, médecin. Le deuxième point dépend du malade, c'est-à-dire
l'ajustement de la dose, c'est le malade qui doit ajuster tout seul, à condition que vous l'ayez éduqué dans ce sens. Ce n'est pas toujours évident. Et que l'intensification, la basale, ça ne veut pas dire on va gagner 100%. On a vu les études observationnelles, ça ne dépasse pas 30%. Donc on est obligé d'intensifier le schéma basal, et la meilleure intensification, c'est le basal plus, parce que d'abord elle est mieux acceptée par le malade. C'est pas comme les prémix, et moins d'hypoglycémie. Et vous avez vu les prémix, il faut des doses plus élevées, la moins coûteuse. Comme on dit, the right time, au bon moment, la bonne insuline, la bonne dose pour le bon malade. ونشكركم.